Voilà, bonsoir à vous tous. Merci à tous d'être présents avec nous, donc les étudiants de deuxième instit, de deuxième S2, S3 qui co-organisent avec moi cette conférence et qui ont vraiment très très bien travaillé pour préparer ce que vous allez entendre aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup Laurence Rosier, merci Michel Francard de nous faire le plaisir, l'honneur de votre présence avec nous ce soir. Et voilà, je voudrais vous dire un petit mot de pourquoi on organise une conférence de sociolinguistique à l'intérieur d'un cours de maîtrise de la langue française. C'est peut-être pas hyper évident d'emblée. Il faut savoir d'abord que depuis la réforme de la formation initiale, la place de la maîtrise de la langue française, la perspective qui encadre le cours de maîtrise de la langue française a pas mal changé dans un sens qui me semble intéressant. C'est-à-dire que, alors qu'on était dans une perspective encore très très normative jusqu'il y a peu de temps, où on envisageait la question de la maîtrise de la langue chez les étudiants vraiment en termes de carence, donc ils ne sont pas capables d'un certain nombre de choses, ils ne sont pas capables d'écrire sans faute, ils ne sont pas capables d'orthographier l'accord du participe passé, etc. Et donc on doit développer absolument toute une série de micro-habiletés linguistiques avant de peut-être s'intéresser à d'autres aspects de la langue. La réforme de la formation initiale a plutôt initié une nouvelle manière d'envisager la maîtrise de la langue, puisqu'on attend maintenant des étudiants qui puissent recevoir et produire des textes en lien avec leur profession. Vous voyez peut-être petit à petit pourquoi on va vers cette conférence qui traite de la sociolinguistique. Donc, il est beaucoup plus important maintenant le travail de lecture et le travail de production de texte à l'intérieur de ce cours de maîtrise de la langue. Il a été très important en première, il continue en deuxième. Et donc j'ai choisi, avec des collègues de Mons, de travailler la sociolinguistique cette année-ci parce qu'il nous a semblé que c'était une manière intéressante pour les étudiants de comprendre que la norme qu'ils sont obligés d'étudier pour pouvoir la transmettre et pour pouvoir s'améliorer eux-mêmes, elle est située socialement, elle a été décidée à un moment donné, elle ne s'est pas faite toute seule, elle n'est pas arrivée là par hasard, elle n'est pas naturelle, et que donc peut-être questionner cette norme, c'est aussi mieux comprendre exactement dans quoi on joue quand on doit pouvoir transmettre un discours normatif. Et donc, puisque par ailleurs, on attend des étudiants qui soient capables de comprendre et de transmettre des discours qui sont quand même d'une haute teneur sur le plan des contenus, c'était intéressant de travailler la sociolinguistique pour cette raison-là. Alors, au-delà du travail de lecture que les étudiants ont fait, et vous verrez qu'ils ont déjà compris pas mal de choses, il nous a semblé vraiment intéressant de rencontrer des sociolinguistes qui sont les faiseurs du savoir que les étudiants étudient quand ils vont faire des recherches sur Kerninfo, etc. Parce que le savoir, c'est pas quelque chose qui non plus est sorti de nulle part, c'est quelque chose qui se construit, et pouvoir interagir avec des gens qui font partie de ceux qui construisent ce savoir-là, mais c'est particulièrement intéressant pour comprendre que tout ça est mouvant et qu'ils peuvent aussi faire partie des gens qui cherchent. Je l'ai dit au début, je suis vraiment très très fière et très contente d'avoir travaillé ces questions-là avec ces étudiants, que je ne verrai plus puisque le cours se termine maintenant. Et voilà, j'espère que ça va être chouette pour tout le monde, ces 2 heures. Donc on va procéder de la manière suivante. Les étudiants ont travaillé sur 6 sous-aspects de la sociolinguistique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que chaque quart d'heure va être pris en charge par 2 étudiants qui sont porte-parole pour leur groupe, qui vont, pour chacun de ces quarts d'heure, porter 2 questions à nos 2 invités ici présents. Et donc, ils vont d'abord présenter les questions, et puis on verra au fur et à mesure des différents quarts d'heure qui s'enchaînent si les réponses sont données pour les 2 questions, ou bien si elles se succèdent. Ça va se faire petit à petit, et comme nos invités estiment que c'est le mieux de le faire. Voilà, donc un tout dernier petit mot, et je ne vais pas faire trop long puisque je pense qu'ils auront l'occasion de le faire au fur et à mesure de leurs réponses. Mais donc Michel Francard est professeur émérite de l'Université de Louvain, de linguistique et de sociolinguistique, et Laurence Rosier est professeur de linguistique à l'Université libre de Bruxelles et sociolinguiste également. Voilà, donc pour ce qui est de leurs travaux plus particuliers, je pense qu'ils y feront allusion au fur et à mesure de leur présentation. Je propose à Célia et à Emma de nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Francard et Madame Rosier. Dans le cadre de notre cours intitulé Communication et maîtrise approfondie du français, notre classe s'est intéressée à la sociolinguistique. Notre groupe et moi nous sommes renseignés sur l'évolution de la langue. Nous savons qu'à l'origine, le français provient du latin
et était essentiellement phonétique. Et vers le 19e siècle, l'orthographe française s'est figée grâce à l'apparition de la 7e édition du dictionnaire de l'Académie française, dont la date est de 1878. Donc, nous nous sommes concentrés sur l'évolution de l'orthographe et du dictionnaire. Vous vous rendez compte que certains mots qu'on utilise quotidiennement ne sont pas inscrits dans le dictionnaire. Pourtant, nous en avons besoin pour créer nos leçons et les élèves l'utilisent également. Par exemple, dans la nouvelle réforme, les enseignants travaillent en co-enseignement, mots qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Suite à nos réflexions, nous vous posons la question: pensez-vous que le dictionnaire représente un instrument qui fige la langue ou qui, au contraire, accompagne son évolution? En parlant de dictionnaire qui fige la langue, Monsieur Francard, nous savons que vous êtes le jury pour élire le mot de l'année. Que pensez-vous de ce concept et que pouvez-vous nous dire de plus sur celui-ci? Et aussi une autre question, quel regard portez-vous sur les réformes de l'orthographe? Comment expliquez-vous qu'elle peine à s'imposer, elle qui était présente au moins plus de 30 ans? Et voilà. Est-ce que, Madame Rosier, vous commencez? Je peux peut-être introduire, parce que vous avez dit que vous avez cité le dictionnaire de l'Académie. Alors c'est vrai qu'il y a une version qui vient de sortir, et dans cette version, par exemple, la femme est toujours définie comme étant soit une épouse, soit une mère. Le mot mec est défini comme un souteneur, donc un proxénète. C'est un sens qui était là au début du XXe siècle et au XIXe, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc quand on regarde ce dictionnaire, qui par exemple, alors je vais être un peu cru, mais le mot fellation, mais pas le mot cunilingus parce qu'il vient du latin, on voit qu'il fige un peu la langue, sans jeu de mots. Mais il y a des tas d'autres dictionnaires, et des dictionnaires qui au contraire font vivre la langue et rendent compte simplement des usages. Donc quand on parle de dictionnaire, il y a les dictionnaires symboliques, c'est vrai, on dit toujours le dictionnaire de l'Académie française, et puis il y a tous les dictionnaires, le Robert, le Larousse, etc., qui chaque année vont éliminer certains mots, vont en ajouter des nouveaux. TikToker, je pense que cette année, kimchi, c'est la gastronomie, c'est la technologie, c'est parfois les mouvements politiques qui vont enrichir la langue, et heureusement, les dictionnaires sont là pour finalement les consigner, nous dire la manière dont ils s'écrivent, d'où ils viennent, mais après, tout ça continue. Je vais laisser maintenant la parole à Michel. C'est une excellente introduction sur Laurence. Non, simplement, exactement comme ça a été dit, il faut savoir de quel dictionnaire vous parlez quand vous parlez du dictionnaire. Donc, on a parlé du dictionnaire de l'Académie, c'est bien que vous l'ayez cité. On peut parler aussi de dictionnaire de référence, comme on les appelle parfois, c'est le Larousse, c'est le Robert. Ou alors vous avez un type de dictionnaire tout à fait différent, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire participatif, comme le Wiktionnaire par exemple. Alors, vous avez parlé du dictionnaire de l'Académie en parlant d'une édition de 1878. En réalité, le premier dictionnaire de l'Académie, c'est en 1694. Donc c'est la 9e édition qui vient de paraître. Et le problème, Laurence y a fait plus qu'allusion, avec de bons exemples bien choisis, le problème c'est que cette dernière édition, elle a été décidée en 1986. Le premier tome a paru en 1992, donc 38 ans pour faire une édition du dictionnaire. Vous imaginez bien qu'avec une période de temps comme celle-là, vous n'arrivez pas à suivre les évolutions fines du langage. Et on ne revient pas en arrière. D'où les exemples donnés par Laurence qui sont extrêmement pertinents. Par contre, Larousse et Robert, si ça vous intéresse, je vous parlerai de l'origine après. Larousse et Robert, chaque année, produisent une édition différente, un millénisme différent. C'est pour des raisons commerciales, bien sûr, mais ça leur donne au moins l'occasion, chaque année, d'ajouter des mots, des sens, très peu retirés. On en ajoute beaucoup plus que ce qu'on en retire. Mais au moins, il y a un certain suivi, un certain observatoire de la réalité du français aujourd'hui. Mais, il reste un mais, le Larousse comme le Robert, même si ce sont deux dictionnaires très différents, sont des dictionnaires de référence et ils veulent le rester. C'est-à-dire qu'ils sont très très prudents. Pour qu'un mot entre dans la nomenclature du Petit Robert, je collabore avec le Petit Robert depuis 88, pour qu'un mot rentre dans cette nomenclature, il faut vraiment qu'il ait fait ses preuves et qu'il donne suffisamment de garanties qu'il va persister
dans l'usage. À côté de ça, c'est le troisième type de dictionnaire, c'est les dictionnaires participatifs, comme le Wiktionnaire. Vous connaissez le Wiktionnaire? Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est une mine fabuleuse de néologismes. Pourquoi? Parce que les francophones proposent, c'est exactement la méthode de Wikipédia, proposent toute une série de néologismes et il y a une équipe de rédaction qui met tout ça en œuvre. Alors, l'avantage donc, c'est que tous les mots récents s'y trouvent, enfin tous les mots, un nombre important de mots récents s'y trouvent. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de pondération. C'est-à-dire que vous allez trouver là-dedans des néologismes qui vont peut-être durer une saison, à côté d'autres qui demain seront dans les nomenclatures des dictionnaires de référence. Donc, concrètement, Kwakubé, c'est dans le dictionnaire. Maintenant, je donne pas cher de la peau de Kwakubé dans un an ou deux. D'accord? Donc il ne figurera sans doute jamais à la nomenclature du Larousse ou du Robert. Mais il est dans le dictionnaire. Donc, à la question qui est posée, un instrument de langue, au contraire, qui accompagne son évolution, tout dépend du dictionnaire que vous considérez. Et donc, petite suggestion au passage, c'est très intéressant de travailler avec des dictionnaires différents pour mieux montrer le regard qui est porté sur la langue. J'enchaîne sur la réforme de l'orthographe. Alors d'abord, la réforme de l'orthographe, laquelle? Parce que d'ailleurs, il y a eu des demandes de réforme, et ça, peut-être que vous l'avez vu dans le cours d'histoire de la langue, notamment au début du XXe siècle, on a déjà des linguistes, notamment Ferdinand Bruno, qui réclament vraiment à corps et à cri au ministre de l'époque qu'on simplifie l'orthographe en disant qu'on farcit la tête des enfants avec des absurdités et qu'on ferait mieux de faire autre chose à l'école. Donc, et lui, il est très très radical parce qu'il prône vraiment presque une écriture très phonétique. Parce qu'on sait qu'en français, on a ce qu'on appelle une orthographe opaque, c'est-à-dire qu'il y a peu de correspondance entre la graphie et la phonie, enfin peu. Il y en a évidemment, mais il y a beaucoup de zones, on cite toujours le même exemple, oiseau, où aucune lettre ne s'écrit comme on la prononce. Donc il y a une difficulté et le constat est fait depuis très longtemps. Il y a toute une histoire de l'orthographe. Pourquoi à un moment on ajoute une lettre? Parce que ça fait un peu chic, ou parce qu'on se trompe. Donc l'orthographe, elle a été élaborée, je vais dire par des hommes et des femmes, parce que je suis inclusive, mais plutôt par des hommes la plupart du temps, même s'il ne faut pas négliger le rôle des femmes, notamment au XVIIe, nos chères précieuses, mes chères, qui ne sont pas si ridicules que ça. Mais quand on parle de réforme de l'orthographe, on pense plutôt aux réformes des années 90, et qui, en effet, ont provoqué des tollés. Il y en a eu encore une après, en 2010, je ne me souviens plus exactement des dates, mais on touche finalement, quand on fait des réformes, c'est des réformettes, comme nous on dit, c'est-à-dire on touche à des points où ce sont ce qu'on appelle des points de cristallisation des erreurs, c'est-à-dire on pourrait se tromper et écrire de deux manières différentes. Les accents, par exemple, les doubles consonnes, et donc ce sont des petits endroits de mots ou de verbes qu'on n'utilise pas nécessairement tout le temps, et finalement, il y a quelque part chez les gens une espèce de crispation, a priori toujours de dire oh, on va toucher à la langue va mourir, il y a une espèce de discours catastrophiste. On a vu d'ailleurs Bernard Pivot, qui était un des grands défenseurs de la langue française, quand on lui a dit qu'on allait retirer le PH de Nénuphar, il a failli faire un infarctus. Donc, alors qu'au départ, Nénuphar vient du persan, où le PH n'existe pas. Donc, on a des fausses... Moi, je dis beaucoup, ça, c'est cet amour de la langue, et cet amour qui parfois est un peu encombrant. Parce que les amoureux de la langue, ils l'empêchent d'évoluer. Et donc, moi, je suis pour réformer l'orthographe. Alors, pas dire qu'on va tout écrire en phonétique, c'est absolument pas ça. On réfléchit quand même. Mais par exemple, la question des accords du participe passé, je trouve qu'on pourrait vraiment aller vers l'invariabilité pour le participe passé avec avoir, qui précède, etc. Et là, ça ferait quand même un peu d'air, de souffle. On pourrait penser à autre chose, ce qui n'enlèverait rien à la logique de la langue. Mais de nouveau, je pense que là, ça va se crisper si on met ça sur les réseaux sociaux. On va avoir de nouveau toute une série de gens qui n'y connaissent pas nécessairement quelque chose à la langue, mais qui l'aiment et qui considèrent qu'il faut garder cet héritage, qu'on ne peut pas
toucher, alors qu'on vient de voir avec les dictionnaires. Les dictionnaires, si on ne touchait pas à la langue et qu'on ne désignait pas les mots qui désignent de nouvelles réalités, on ne pourrait pas désigner tout ce qui nous entoure. Voilà pour un premier round. Quand j'ai vu la formulation, la réforme de l'orthographe reflète-t-elle un appauvrissement de la langue, je me suis demandé, tiens, si on réformait le code de la route, qui parlerait d'appauvrissement? Personne. Par contre, si effectivement, quand on touche le code graphique de la langue, alors c'est l'idée d'appauvrissement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez évoqué cela dans les cours, mais il y a tout un discours qui est récurrent, et ça fait plus que des décennies, ça fait des siècles à la limite que ça existe, un discours sur la crise de la langue. Chaque fois qu'on touche à la langue, chaque fois qu'à un moment donné on fait preuve qu'il y a une évolution qui est en cours et qu'il s'agit quand même d'y faire bon accueil, chaque fois il y a des crispations qui se manifestent. Comme si la langue était condamnée à se figer à un moment donné. Vous êtes évidemment aussi bien placé que nous pour savoir qu'une langue qui se fige, c'est une langue qui devient morte, c'est une langue qui n'est plus parlée ni écrite, en tout cas plus parlée. Ce n'est pas tout à fait l'avenir que nous voyons pour le français. Donc c'est typiquement un discours de la crise. Alors, Laurence a donné le cas des participes passés parmi les réformes possibles. On pourrait même être beaucoup plus ambitieux. On pourrait aussi supprimer les consonnes étymologiques. On pourrait simplifier les doubles consonnes, etc. La question qui se pose, en fait, c'est qui va pouvoir porter ce genre de réforme, donc d'un point de vue de politique linguistique. Et là, on peut tourner la chose comme on veut, enfin, on l'a vu dans des instances auxquelles nous participons tous les deux. Il est clair que vous ne pouvez pas faire de réforme sur un pan important quand même. L'orthographe, c'est une partie importante, même si ce n'est que le manteau de la langue, c'est important. On ne peut pas faire de réforme si on n'a pas l'appui des autorités françaises. Vous pouvez danser sur votre tête, si vous n'avez pas cet accord, vous ne le ferez pas. Or, on sait très bien que sur ce plan-là, les autorités françaises sont extrêmement frileuses. Et quand vous avez en France l'Académie, encore elle, qui est là, qui n'a en fait rien à dire en matière d'orthographe, ce n'est pas dans ses missions, et qui pèse d'un poids symbolique, on se dit qu'il faudra encore probablement bien des pressions pour y arriver. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de personnes bien placées souhaitent que les questions sur l'avenir du français, sur l'avenir de sa graphie, sur l'accueil des néologismes, etc., ne soient pas du tout confiées à une académie française qui est très franco-française, mais soient plutôt confiées à un organisme international, une sorte de collège francophone qui réunirait des personnes compétentes et qui parlerait au nom de la francophonie. Juste encore un mot. Quand j'essaie de parler de ces questions-là, questions très difficiles en réalité, on s'en rend bien compte. Je tente de faire comprendre que sur le marché global des langues, dans lequel le français est donc en situation de concurrence, non pas avec l'anglais, la question est déjà réglée, mais avec l'espagnol, avec l'italien, avec l'allemand, quel est le point commun entre toutes ces langues concurrentes? Toutes ont soit une orthographe, un système graphique simple, soit, comme l'allemand, ont simplifié à plusieurs reprises leur orthographe. Et donc, il faut savoir qu'une orthographe complexe, comme celle du français aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un droit d'entrée exorbitant pour la langue. Il faut savoir que toute une série de personnes qui pratiquent les langues se détournent du français au profit d'autres parce qu'il y a là une complexité qui paraît difficile à régler. Nous savons que toutes les langues sont difficiles à un certain niveau de compétence, mais l'abord premier, et le système graphique en fait partie, il est particulièrement complexe en français. Donc réformer l'orthographe, pour moi, c'est donner des arguments pour l'avenir du français. Bonjour à tous, bonjour Madame Rosier et bonjour Monsieur Francard. Dans le cadre de la sociolinguistique, notre groupe s'est intéressé à la diversité en fonction des facteurs sociaux. La sociolinguistique, elle étudie comment la langue est influencée par les facteurs sociaux tels que l'âge, le sexe ou alors la classe sociale.
Ces facteurs créent des variations linguistiques entre les groupes. Par exemple, dans certains contextes, les jeunes utilisent un langage différent par rapport aux personnes âgées. Ces différences peuvent mener à des changements dans la langue, souvent initiés par certains groupes. Certaines formes de langage sont valorisées ou stigmatisées et elles renforcent l'identité d'un groupe social. Alors nous, en tant que futurs instituteurs, institutrices, ressentons sans cesse cette insécurité linguistique, comme pour écrire au tableau, ou alors lorsqu'on s'adresse aux parents, ou encore pour apprendre la grammaire aux enfants. Alors, un témoignage nous est venu d'une élève lors d'un stage. Donc, l'institutrice écrivait au tableau des phrases, des caractéristiques propres aux élèves en fonction de leurs origines. Donc, par exemple, il y avait une phrase, c'est Paul est italien, il fait très bien les pâtes. Ensuite, pour une autre élève, elle a mis Aya, la belle marocaine, qui ne parle pas bien français. Donc, cette phrase est péjorative pour elle, car ça la rabaisse devant la classe. Cela nous amène donc à deux questions que nous pouvons nous poser. Le fait d'appartenir à un groupe social dit dominé peut-il générer de l'insécurité linguistique? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Ensuite, la sociolinguistique peut-elle offrir un cadre permettant d'éviter de stigmatiser les élèves? Eh bien, je vais entamer la première question. C'est intéressant parce que les exemples que vous avez donnés, pour moi, ce n'est pas de l'insécurité linguistique. C'est de l'inconfort linguistique. J'essaie d'expliquer la différence. Quand on parle d'insécurité linguistique, c'est un sentiment que ressent un locuteur d'une distance entre sa manière de parler et une norme qu'il reconnaît comme légitime. Donc c'est à la fois la prise de conscience qu'il y a un écart et une évaluation que cet écart rend la personne illégitime dans sa façon de parler. Ce n'est donc pas simplement être mal à l'aise parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait telle compétence en français, ou être mal à l'aise parce que devant les autres, on a des difficultés à s'exprimer. Ça, c'est de l'inconfort linguistique. D'un point de vue technique, l'insécurité linguistique, mais c'est important de le voir, ça frappe toute une série de personnes qui, à un moment donné, sont donc à la recherche d'un supplément de légitimité. Et donc, le fait d'appartenir à un groupe social dit dominé entraîne-t-il de l'insécurité linguistique? Oui, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait cette conscience dont je parle ici. Donc, pour moi, la personne qui est devant un tableau et qui perd un peu ses moyens parce qu'elle a le trac, ce n'est pas de l'insécurité linguistique. Par contre, quand vous avez des personnes, et c'est très fréquent, qui tentent de s'approprier une prononciation, ou bien un vocabulaire, d'autres personnes qu'elle reconnaît comme étant des modèles, là, on est dans de l'insécurité linguistique. C'est exactement le même phénomène que pour de la mode, le choix d'une voiture, je vais dire une bagnole, ou le choix d'une maison. Hein. C'est essayer, c'est tendre vers un supplément de légitimité sociale. Autre exemple, ça nous rapproche d'études que vous connaissez. Pas mal de Belges francophones sont attentifs à se donner la prononciation ou le choix des mots des Français. Alors, avec tout le mythe qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire le français des Français? Ça n'existe pas, évidemment. Je ne dirais pas qu'il y a autant de Français que de Français, mais bon. Et donc, c'est une conscience qui a un écart, et c'est la conscience que l'on veut diminuer cet écart, s'approprier la norme de l'autre pour paraître plus légitime. Par rapport à cela, il n'y a que des changements de mentalité qui peuvent intervenir. Et donc, faire des dictionnaires de belgicisme, par exemple, qui décrivent bien ce qu'est un belgicisme, c'est-à-dire ce n'est pas une erreur du tout, ce sont des moyens d'arriver à renverser un peu ces mentalités-là. D'accord? Je pense que... Oui, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Michel, la question de la variation. Parce que moi, je suis plutôt une analyste de discours, donc j'analyse les conditions de production des discours et les effets, notamment idéologiques. Parce que vous avez parlé des groupes sociaux dits dominés.
Alors qu'est-ce qu'on se met dans la tête quand on dit ben, les dominés, ils parlent pas bien, ils parlent un français populaire, ils parlent un mauvais français, etc. Mais c'est quoi ce mauvais français? Quel est le modèle qu'on nous donne? Par ailleurs, on va, pour certains, les académiciens vont dire que les rappeurs ont un très mauvais français, par exemple, hein, alors que ils sont célèbres, hein, on les entend sur Spotify ou d'autres plateformes, etc. Donc, ces questions de groupes dominés et de statuts sociaux, c'est plus complexe. Il y a aussi nos modèles de l'éloquence. Par exemple, il y a la tchatch, hein, la tchatch du petit banlieue, et puis il y a l'éloquence de Cyrano. Alors parfois on a des films où on met les deux, dans la réalité ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc c'est assez complexe, et quand on dit évidemment dominer, c'est aussi l'origine sociale, l'encadrement familial, c'est aussi l'école qui construit. Si une école ou des ministres de l'enseignement créent des écoles ghetto ou changent des conditions d'accès, par exemple, à la 7e, qui permettait à des étudiants du technique d'aller à l'université, ça, on crée des classes de dominés et on les renforce. Mais ce n'est pas que le langage, bien entendu. Là, on est dans une dimension politique. Mais pour en revenir au langage, je pense que le fantasme français, c'est de pouvoir à la fois utiliser le subjonctif imparfait et des gros mots. Hein, il eût fallu que vous m'imputassiez cette connerie. Alors ça, c'est le chef-d'œuvre de l'excellence française, mais qui fait peur aussi, parce qu'on va se dire, non seulement je dois maîtriser les formes les plus légitimes, on ne dit plus le subjonctif imparfait, bon, on doit savoir le reconnaître, mais on ne le pratique plus dans la langue orale hein, depuis la fin du 19e, début du 20e siècle, et puis les mots comme connerie, enfin les mots du registre bas ou les mots insultants, etc., on les entend de plus en plus à la radio et à la télévision. Hein, donc, et là, parfois, il faut avoir le bon code. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez pouvoir dire un gros mot et ça va faire rire, et d'un autre côté, vous direz un gros mot et là, vous serez sanctionné. Hein, parce que je pense que, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, le registre aujourd'hui est devenu le registre... si on écoutait la radio et la télé dans les années 60, c'était très codifié, c'était monsieur, madame, ici vous avez accueilli avec monsieur, madame, hein, mais on serait chez Cyril Hanouna, ça serait salut Michel, salut Lolo, et déjà nous on se dirait oui, ok, enfin, d'ailleurs on n'irait pas chez Hanouna, je pense, hein, mais bon, donc, il y a un registre contemporain qui est plus familier de façon générale, mais du coup les codes sont aussi plus complexes. Parce que c'est comme dans les entreprises américaines où on dit hey, « salut Jack, oh c'est super, c'est sympa », oui mais quand on met Jack dehors, c'est la même réalité sociale que quand on lui disait monsieur. Et donc ces codes qui sont comme ça maintenant beaucoup plus flexibles ne le sont pas au niveau de la domination. Et donc parfois évidemment on va avoir des reproductions à l'école, parfois malgré nous. Hein, et puis dans les dominés, on a les personnes racisées, on a les personnes qui sont des minorités de genre, on a les personnes qui sont issues de classes sociales défavorisées, voire très précarisées. Donc les dominés, ils sont aussi plus larges qu'une seule obédience. Merci à vous. Bonjour Monsieur Francard et Madame Rosier. Nous et notre groupe, on a réfléchi au concept de bilinguisme et de diglossie. On va un peu définir les termes avant d'en parler. Le bilinguisme, c'est le fait de parler deux langues différentes. Et la diglossie, c'est le fait qu'un individu parle de variations d'une même langue, dont la variation haute, donc le langage utilisé partout dans les entreprises de manière formelle, etc. Et la variation basse, comme les dialectes, comme par exemple le wallon, etc. Et lors de nos stages en M3, on a rencontré beaucoup d'élèves qui avaient beaucoup de mal... Pardon ? Troisième maternelle. On a rencontré beaucoup d'élèves qui avaient du mal à parler français, qui parlaient très peu, voire pas du tout français, et on ne savait pas comment réagir face à eux. Et on s'est demandé quelles étaient les clés que la sociolinguistique pouvait nous donner pour parer à ces problèmes-là. Et on a deux témoignages précis et deux questions. On a d'abord une petite fille de M3 qui vient d'arriver cette année.
Elle est née en Espagne et ses deux parents parlent arabe à la maison. Donc à l'école, elle connaît très peu de mots en français. Elle les a tous appris cette année. Ce qui fait que quand elle parle à l'école, elle utilise des mots en français, mais avec la structure de l'arabe. Au lieu de dire « il m'a frappé », elle va dire « lui, frappez-moi ». Et du coup, cette réflexion nous a fait poser cette question. La langue maternelle de l'enfant en situation de migration et la langue de l'école peuvent-elles renvoyer au phénomène de diglossie? Voilà, donc avant d'y répondre, je vais vous parler d'un témoignage que moi j'ai vécu à mon stage, donc toujours en 3e maternelle. J'avais un élève érythréen qui s'appelle Elion, qui est arrivé depuis 2 ans, donc en première maternelle en Belgique. À mon arrivée au stage, les enseignantes m'ont dit qu'il ne parlait pas du tout français, et pourtant après j'ai vu que avec ses camarades, il disait certains mots en français, mais quand il s'agissait de parler avec un adulte, il n'y avait aucun mot qui sortait. Donc on ne connaît pas du tout son niveau en français. Et alors on ne sait pas non plus s'il comprend ou s'il fait les choses par imitation. Donc ça nous donne 0 indication à cet âge-là, c'est compliqué. Et alors, sa maman, depuis donc 2 ans qu'elle est en Belgique, elle n'a jamais pris de cours de français. Elle parle la langue maternelle. Et les enseignantes de l'élève ont conseillé à la maman d'apprendre le français. Donc elle a commencé cette année pendant mon stage à moi, vers novembre alors. Et donc nous, a priori, on s'est dit que c'était une bonne idée qu'elle apprenne le français. Mais ça nous a quand même lié à une question qu'on s'est posée, qui est que quand les élèves grandissent en milieu allophone, est-ce que l'école doit plutôt attendre des familles qu'elles soutiennent l'apprentissage du français à la maison, ou alors au contraire encourager les parents à continuer à transmettre leur propre langue, et pourquoi? Merci. Je l'avais dit à des migrants, sur certains aspects, moi je n'ai aucune compétence quant à des conseils à donner. Qui serais-je pour donner des conseils dans ces situations-là? Donc je vais commencer, parce qu'il y a plusieurs questions dans vos questions en plus. Donc je vais peut-être commencer par revenir sur la question de diglossie. D'accord, je vais juste préciser peut-être pour vous et pour la salle, ces 2 questions, et enfin, les enseignants qui donnent cours ici, qui donnent cours dans la section, savent que c'est quelque chose d'important pour les étudiants, c'est des réalités auxquelles ils sont confrontés, qui questionnent beaucoup. Et en même temps, les étudiants savent aussi qu'on a invité ici M. Francard et Mme Rosier, et que ce n'était pas forcément les sujets sur lesquels ils sont en train de travailler pour le moment. C'est pas du tout un problème. On s'est dit évidemment que, puisqu'ils se posaient la question, c'était intéressant que vous sachiez qu'ils se posent la question. Et si vous avez des éléments qui peuvent être des fils à tirer, voilà, on est preneur de les entendre. Donc peut-être juste alors en titre introductif, je reviens sur cette question de diglossie pour bien voir un peu comment on peut appréhender la première question en tout cas. Donc, vous l'avez dit, je répète ce que vous avez dit autrement, mais c'est la même chose. Il y a diglossie quand vous avez soit 2 variétés d'une même langue, d'accord? Donc ça peut être du français de Belgique et du français de France. Hein, ou 2 langues. 2 langues par rapport l'une à l'autre. Et comme vous l'avez très bien dit, effectivement, depuis Ferguson, on travaille avec des termes variété ou langue haute, variété ou langue basse, pour clairement indiquer que quand vous avez 2 langues qui sont en coexistence, pour ne pas dire en concurrence, les locuteurs vont automatiquement spécialiser l'usage de chacune des variétés ou de chacune des langues, et qu'ils vont en tirer une série de conclusions sur l'honorabilité de la langue, l'avantage qu'on a à la parler. Et une langue qui sera reconnue comme étant très valorisante sera la langue haute, par contre, l'autre sera la langue basse. Vous avez évoqué le wallon à un moment donné. Il est clair qu'en Wallonie, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, toute la population, nobles, aristocrates, bourgeois, hommes, gens du peuple, tout le monde parlait wallon. C'était une forme de bilinguisme. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de spécialisation qui se faisait et que le wallon devenait de plus en plus la langue des ouvriers et des paysans. À ce moment-là, on quitte le terrain du bilinguisme et on entre dans le terrain de la diglossie. Il y a un jugement de valeur qui est porté sur la langue et surtout sur ses utilisateurs et utilisatrices. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, les diglossies ne sont pas figées.
Donc vous pouvez très bien avoir des situations de diglossie, donc de rapport haut-bas, qui à un moment donné sont revues. Un exemple, vous connaissez le Grand-Duché de Luxembourg, je suppose. Grand-Duché de Luxembourg, deux langues officielles, le français et l'allemand. Et puis il y a une langue qui est pratiquée par tout le monde, qui est la langue du foyer, qui est la langue de communication sociale, qui est le luxembourgeois. D'accord ? J'ai suivi d'assez près cette question-là et j'ai vu au fur et à mesure des années que ce luxembourgeois devenait de plus en plus présent dans l'espace public. Il était clairement dans un rapport de diglossie par rapport aux deux langues officielles. C'était les langues hautes, le français et l'allemand. Aujourd'hui, le luxembourgeois est devenu non pas une langue officielle, mais une langue nationale. En fait, le statut est en train de changer. Et donc, c'est une manière de revaloriser ce qui est le principe identitaire, bien sûr, reconnu comme un élément constitutif de l'identité de ce petit pays, Grand-Duché de Luxembourg. Donc, les situations scolaires que vous avez évoquées s'inscrivent dans ce cadre général-là et ne sont donc pas figées. Oui, quand on disait... Parce que, voilà, moi je donne cours à des futurs professeurs de français, mais qui vont enseigner en 4, 5, 6, si vous voulez. Hein. Mais ils peuvent se retrouver dans des situations aussi, avec, parce que vous mettez en situation de migration. C'est marrant, à l'école européenne, on ne dira pas situation de migration. Hein. Pourtant, on aura des situations de, on dira bilinguisme, trilinguisme, etc. On ne dira pas de diglossie, alors que peut-être qu'il y en a qui pourraient relever de cela. Donc, c'est des choses assez complexes. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est d'une part, en effet, l'organisation. Parce que la question que vous posez dans la deuxième partie, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est une imbrication. Mais c'est clair que on pourrait faire les deux. Hein, puis ça dépend aussi si les parents, par exemple, n'ont pas de travail. Ben, le fait de devoir s'intégrer quand on a un travail, ben, on est un peu motivé aussi hein, pour apprendre des langues. Enfin, il y a des tas de situations très complexes. Moi, j'ai tendance aussi à dire que l'école a son rôle et les familles, elles font ce qu'elles peuvent. Moi, j'ai tendance à ne pas aimer que les parents viennent tout le temps à l'école. Maintenant, à l'université, on a les parents qui sont là. Je dis, mais ils ont 18 ans, laissez-les tranquilles. Hein, donc, c'est bien. La famille a un rôle et l'école a un rôle. Et donc, il ne faut pas que l'école fasse tout. Hein, sinon, c'est un moment, les professeurs, ils doivent tout faire. Et non, pas non plus que la famille fasse tout. Donc, c'est un peu les deux. Et puis ça me fait penser aussi à la question de ce qu'on appelle la glottophobie aujourd'hui. C'est-à-dire, alors c'est pas tout à fait lié à ce que vous dites, mais quand même, hein, quand tu as cité ton exemple où la petite fille dit moi, enfin, elle ne conjugue pas, hein, et elle fait une analogie avec la langue arabe, ben, on va sans doute peut-être se moquer d'elle. Et donc, ce phénomène de la glottophobie, qui est se moquer des accents, se moquer des manières de parler, ben, il a aussi une histoire, notamment en France, où à partir de la Révolution française, hein, et vraiment de l'identification de la République à la langue française, on a voulu éradiquer tous les dialectes. À l'école, si on prononçait un mot de breton, on recevait un coup sur les mains. Voilà. Il y a des choses qui ont été très violentes par rapport à ce qui étaient des conflits politiques de langue. Hein, le bilinguisme, quand c'est bien vécu, il n'y a pas de conflit. C'est des situations voilà, où on peut... Quand on commence à avoir des situations où il y a des questions de pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce n'est pas simplement le fait d'apprendre la langue, c'est des questions politiques, culturelles, sociales. Alors parfois, c'est vrai que l'exemple du luxembourgeois, c'est un chouette exemple parce que, pour une fois, c'est une variation qui, quelque part, prend le pas hein, sur des questions qui semblaient réglées avec des langues bien identifiées. Mais il y a des revendications hein, pour des langues, dans toutes les langues, hein, pour des langues plus minorisées, des langues plus dialectales. C'est ce qu'on appelle l'écologie des langues du monde, hein, c'est-à-dire voilà, ça se reconfigure, mais il faut toujours qu'il y ait des locuteurs et des locutrices pour en parler. Voilà, ça nous éloigne un peu de votre sujet, hein, on a battu comme ça, mais ça c'est... Voilà, je crois que les universitaires, ils travaillent sur beaucoup de choses, mais il y a des sujets sur lesquels on a tout à fait... voilà, on dit, bah, ça on ne sait pas, plutôt que de vous balancer en inventant des choses. Hein, il y a juste un truc que je pourrais dire, c'est dans les exemples, par exemple, pour intégrer... Les exemples de grammaire, on y viendra peut-être après. Quand on dit Pierre mange une pomme ou Fatima lit un poème, et pas ben, c'est des imaginaires différents qu'on convoque et c'est peut-être une façon aussi d'intégrer
à ce moment-là, hein, en changeant un peu de ce Pierre mange une pomme que je ne peux plus voir, et j'ai vu qu'il était encore utilisé dans certaines grammaires. Juste encore une chose, ça va vous paraître très loin de la question, mais ça permet d'y répondre d'une certaine manière. Donc, je connais des collègues en Afrique qui travaillent sur ce genre de questions et qui se demandent si, en Afrique, où il y a les langues régionales qui sont très, très présentes, hein, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans la situation d'apprentissage? Est-ce qu'il vaut mieux les tenir le plus loin possible des pratiques de l'école, ou bien au contraire, les valoriser? Et la plupart des collègues africains que je connais, africanistes, pas africains, africanistes proposent en fait qu'on travaille autant les langues régionales, qui sont en réalité des langues nationales, que la langue internationale que serait le français ou l'anglais. Et c'est surtout pour des raisons socio-cognitives. On a besoin, si vous voulez, d'une langue pour structurer son monde. Et il est clair que la langue première, qui n'est pas dans ce cas-là le français ou l'anglais, cette langue première sert à structurer le monde. Donc c'est important de l'asseoir, de l'établir. C'est donc aussi important de ne pas la nier. C'est important de ne pas la nier parce que ça nie alors automatiquement une forme d'héritage familial et autres. Donc à la réponse « encourager les parents à continuer à transmettre leur propre langue », ma réponse serait clairement « oui, il faut le faire ». À nouveau aussi, et là je reviens vraiment chez nous, les enfants qui ont la chance d'avoir des parents bilingues et qui ont la chance d'avoir un papa qui parle une langue, la maman qui en parle une autre et qui garde cette discipline-là, vous imaginez quand même que c'est un atout fantastique pour le plurilinguisme de l'enfant en question, donc c'est vraiment très bien. Sauf qu'on vit ça avec quelqu'un qui parle néerlandais et qui parle anglais, ou qui parle anglais et qui parle français. Et je crois que fondamentalement, ça peut être la même chose pour quelqu'un qui parle l'arabe marocain et le français. Je ne vois pas trop de différence, sauf si on voit ça dans une question de diglossie. Et donc il faut revaloriser. Et revaloriser la langue, c'est revaloriser les gens qui la parlent, évidemment. Merci. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Francard, bonjour Madame Rosier. Notre groupe il s'est intéressé à l'écriture inclusive et le genre. En tant qu'étudiant en formation pour devenir enseignant primaire, nous sommes particulièrement sensibles au rôle crucial que l'école peut jouer dans la transmission des valeurs d'égalité des genres. Nous nous interrogeons sur les outils et pratiques pédagogiques qui pourraient permettre de promouvoir ces valeurs à travers les usages langagiers quotidiens, que ce soit communication orale, support écrit ou même dans les activités en classe. Et donc nous nous sommes posés comme première question, comment l'école peut-elle promouvoir des pratiques langagières favorisant l'égalité des genres? Vous pouvez déjà répondre à cette question puisqu'on en aura une deuxième après. Je vais le faire. Enfin, je vais commencer. Bon. Quand on dit l'école, l'école c'est à la fois la classe, mais c'est aussi l'ensemble de l'école, hein, l'administration, la communication avec les élèves, avec les enseignants, etc. Donc c'est pas la même chose de communiquer, par exemple, entre adultes, hein, les enseignants entre eux, ou avec la direction, ou avec des élèves plus âgés, et avec des plus petits. Hein, ça c'est la première chose. Et quand vous parlez des pratiques langagières qui favorisent l'égalité de genre, ben, d'abord, c'est quoi ces pratiques langagières? Ce n'est pas que l'écriture inclusive. Les pratiques langagières qui favorisent, je dirais déjà, l'égalité, c'est, ben, par exemple, une certaine manière respectueuse de parler. Hein, et là, voilà, on est dans l'égalité de tous et toutes. Alors, en ce qui concerne la question du genre, ben, c'est quelque chose en fait qu'on fait et qu'on apprend très tôt à l'école, c'est le masculin et le féminin. C'est-à-dire que si on a un policier, on dit un policier, si on a une policière, on dit une policière, tout simplement parce que l'on sait que la manière dont les petits se construisent les représentations du monde, notamment avec la grammaire qui est toujours très abstraite, quand même, on y reviendra. Si on leur dit un policier, pour apprendre par exemple le singulier et le pluriel, un policier, des policiers, eux, ils voient un policier masculin, des policiers, un groupe masculin. Si on n'introduit pas à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une capacité d'abstraction pour les enfants de dire un policier, des policiers, mais dans des policiers, il y a des policières. Et pour l'enfant petit, c'est très compliqué.
Donc on est obligé d'avoir des pratiques langagières, je dirais, plus explicites. Hein, et de montrer, souvent d'ailleurs ça peut se faire avec des images, hein, de montrer que là, des images parfois un peu genrées, mais enfin, qu'on a un policier, une policière, et que le groupe mixte, suivant les cas, on devra quand même dire, est-ce qu'il y a des policières parmi ces policiers, ou parmi les infirmières, est-ce qu'il y a des infirmiers? Vous voyez, donc ça c'est varier aussi tous ces supports pour lesquels on se sait, et qui parfois c'est un peu insidieux. Si on montre toujours une image d'un policier qui est un homme et d'une infirmière qui est une femme, on ne va pas changer les choses. Ça change aussi, il n'y a pas que les pratiques langagières, il y a vraiment, en tout cas je parle des petits parce que je sais que c'est le public auquel vous allez être confrontés, où là on s'attaque plutôt, on ne va pas leur apprendre le point médian, hein, ça c'est Madame Gacchini, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais non, je ne pense pas que le point médian c'est déjà une capacité aussi d'abstraction, de typographie qui est... je sais même pas moi si on doit l'enseigner ou pas, d'ailleurs on ne l'enseigne pas pour le moment, mais cette question d'égalité de genre, elle passe simplement, je pense, par le féminin. Moi, j'essaye, quand je donne cours, de dire étudiant, étudiante, enfin de varier, locuteur, locutrice, mais parfois je ne le fais pas. Mais voilà, c'est une manière de dire, vous voyez, je désigne un moment les femmes, ou parfois les minorités de genre, pour qu'elles se sentent simplement dans la communication concernées. Hein, on a parlé de communication, c'est en ça que, quand on veut une communication inclusive, c'est pas pour le plaisir, c'est de dire, je vais m'adresser à des gens, et il faut se concerner, que ça les concerne de la manière dont je m'adresse à eux et à elles. Donc moi je répondrai ça comme première piste. Je verrai votre deuxième question pour voir si je peux ajouter. Je ne sais pas, Michel, tu veux dire quelque chose? De surcroît, nous sommes sensibles aux défis d'accessibilité et d'équité. L'écriture inclusive représente une avancée pour l'égalité, mais nous nous interrogeons sur ses effets pour des élèves qui rencontrent déjà des difficultés en lecture et en écriture. Avant de poser la deuxième question, on a fait passer un formulaire dans notre classe pour récolter des informations. Comme première question, il y avait êtes-vous pour ou contre l'écriture inclusive? Et du coup, il y avait 8 élèves qui ont répondu pour et 8 élèves qui ont répondu contre. Comme deuxième question, il y avait pensez-vous que l'écriture inclusive est un outil efficace pour promouvoir l'égalité entre les genres? Il y avait 10 réponses d'élèves qui ont répondu non et 6 pour oui. Comme troisième question, il y avait selon vous, l'écriture inclusive enrichit-elle ou complique-t-elle la langue française? Il y a 10 personnes qui ont répondu enrichit et complique, 5 qui ont répondu complique la langue et une personne qui a dit qu'elle enrichissait la langue. Et comme dernière question, il y avait selon vous, le point médian apporte-t-il une réelle visibilité aux gens dans la langue écrite? Il y a 3 personnes qui ont répondu qu'ils n'avaient pas d'avis, 3 personnes qui ont dit que oui, cela pouvait apporter une visibilité des genres, mais qui doutaient sur l'emploi du point médian. 2 personnes qui ont dit qu'ils étaient entre guillemets pour le point médian. Et il y a 6 personnes qui ont répondu qu'ils ne voyaient pas la visibilité des genres avec le point médian. Et du coup, la question que j'amène, c'est comment promouvoir l'écriture inclusive tout en conciliant les enjeux de lisibilité, d'accessibilité pour les jeunes apprenants, les locuteurs non natifs et les personnes porteuses de troubles spécifiques des apprentissages dans la langue française. Vous pouvez répondre. En fait, il faudrait 3 heures, parce que par votre sondage que vous avez fait, vous avez évidemment abordé un peu toutes les questions des représentations qu'on a sur la langue. Je pense et on voit bien la polarisation, hein, 8-8, 10-6, bon, c'est un peu le reflet du monde social. Je crois qu'il faut prendre les choses maintenant, justement, avec... bon, il y a eu le temps des débats, le temps des polémiques, et vient le temps de l'apaisement, je ne suis pas sûre, mais bon. En tout cas, par exemple, Michel et moi sommes membres du Conseil de la langue, qui a été donc chargé de mettre en forme linguistique le décret sur l'inclusion qui promouvait de renforcer la visibilité des femmes et de ne pas faire des pratiques, enfin de développer des pratiques non discriminatoires quant à la langue. Alors, nous, on a tenu compte de ce petit point crispant, comme on l'appelle, hein, alors, qui a une longue histoire.
Il existait déjà dans l'Antiquité, il servait à séparer les mots, par exemple. Donc, on ne l'a pas non plus sorti d'un chapeau d'une féministe hystérique. Hein, comme un jeune. Hein. Donc, on peut faire une histoire du point médian, une histoire de la typographie. Les enfants, ils apprennent les points d'exclamation et les points d'interrogation, par exemple. On les confronte à des guillemets et ils savent qu'ils ne doivent pas les dire. Donc, je pense que... Mais en même temps, c'est un faux problème puisqu'on n'apprend pas le point médian. Je ne pense pas qu'il faut l'apprendre vraiment au moment où la graphie commence à être initiée chez les enfants. Ça, c'est la première chose. Je pense que le point médian est devenu un point symbolique et un point politique qui est intéressant parce qu'il y a eu une appropriation par le terrain associatif de ces phénomènes d'inclusion qui ne sont pas que des phénomènes de langue. Hein. Une société inclusive, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une société, en effet, qui n'est pas validiste, par exemple, qui n'est pas raciste, qui n'est pas sexiste. Voilà, c'est un projet de société. Et au départ, d'ailleurs, ça s'adresse plutôt aux personnes dites en situation de handicap, hein, ou à besoins spécifiques, la notion d'inclusion. Donc, il y a dans la langue des tas de possibilités d'être inclusif, autres que le point médian. Donc, nous, on a mis en 9e position le point médian en disant, est-ce qu'il pose vraiment problème pour les dyslexiques, etc. Alors là aussi, hein, il y a une instrumentalisation. Soudain, on s'occupe des dyslexiques, mais à part le point médian, ben c'est bon, ils peuvent retourner dans leurs difficultés, hein, il n'y a pas de problème. Donc, c'était un peu irritant aussi, mais simplement, dans les études qui commencent à être faites, il y en a assez peu, que ce soit sur les formes au féminin ou sur les formes du point médian, oui, au début, vous l'avez dit, la richesse, c'est complexe. C'est vrai que... et la complexité, c'est riche. Voilà. Il y a cette idée. Et donc, au début, il y aura un effort à faire. Ça, on le voit avec des électrodes. Hein, on dit, le cerveau, il voit un féminin, boum, il bute. La première fois qu'il le voit. Et puis après, il s'habitue, il s'accoutume. On pense qu'aujourd'hui, les études avec le point médian utilisé de façon modérée, ça va être la même chose. Donc, voilà. Mais le point médian, on doit l'utiliser comme une abréviation quand on a besoin de place. Sur une affiche, par exemple, hein, sur un PowerPoint. Par exemple, là, vous ne l'avez pas fait pour jeune apprenant, ni pour locuteur. Par contre, personne porteuse, vous n'avez pas mis de point médian, mais vous avez utilisé une forme qui est épicène, c'est-à-dire les personnes, c'est soit... Hein, il n'y a pas de genre. Donc, il y a des variations qui sont là depuis toute éternité dans la langue et qui, en fait, concernent aussi la dimension textuelle. Quand je rédige un texte, je vais varier. Je vais, par exemple, peut-être dire au début les étudiants, alors je ne vais pas le dire comme ça, hein, point médian ES, si je le dis, je vais dire les étudiants et les étudiantes. Et puis après, je vais dire, tiens, ben, j'ai bien mis que j'ai mis le point médian, je peux mettre un masculin générique quand même après. Puis je vais dire la communauté étudiante. Ben ça, c'est, quand on apprend à écrire, on apprend aussi cette variation de désignation. Et donc, il y a toute une série de trucs pour être inclusif. Alors, il ne faut pas croire, moi je crois que la langue, elle sert à changer le monde. Sinon, normalement, ben, on ne serait pas là à vous parler. Les politiques ne s'échineraient pas à faire des programmes et à faire des discours, on n'écrirait pas, on ne chanterait pas, on n'utiliserait pas la langue. Mais évidemment, ce n'est pas la parole magique. Hein, le point médian et c'est fini. Non, non. Hein, les discriminations restent. Mais la plupart du temps, les gens qui nous reprochent, je dis nous parce que voilà, je suis aussi engagée sur ces combats, ils disent oui, occupe-toi plutôt du salaire des femmes que du point médian. Je dis mais en fait, on peut s'occuper des deux aussi. Hein. Et d'ailleurs, quand on demande un accès à la profession, le fait qu'on puisse dire mécanicien, mécanicienne, mais aussi proviseur, proviseuse, hein, il y a aussi des variations qui font peur, mais c'est dire aux petites filles, vous savez, chercheuse, ça vous intéresserait? Ah bon? On peut être chercheuse? Oui, oui, il n'y a pas que des chercheurs, par exemple. Et donc, en modifiant la langue, on modifie en partie aussi les représentations et la réalité. J'espère que j'ai été un peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai essayé de répondre à... Parce que c'est passionnant, évidemment, comme débat. Mais, et de nouveau, on tombe avec les amoureux de la langue, hein, le point médian qui écorche les oreilles. Ben non, puisqu'on ne le dit pas, hein, déjà. Donc, qui écorche les yeux. Mais c'est fort, ça. Hein, moi, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que des mots peuvent m'écorcher, des mots peuvent me blesser. Oui, des mots peuvent m'apaiser, des mots peuvent me faire rougir. Mais le point médian... J'ai parfois l'impression qu'il faudrait faire une association de défense du point médian parce qu'il est vraiment malmené et finalement les gens s'en accommodent, il y en a qui l'utilisent, il n'y a pas non plus d'obligation. Le Conseil de la langue n'a pas dit il faut faire comme ça. Il a juste fait une espèce de bilan des usages.
tu as parlé du dictionnaire tout à l'heure, c'est vrai que par exemple, le pronom yel, ben, le Robert s'est dit, tiens, bon, ils ont fait un petit coup de pouce, hein, mais en disant, ça serait bien, on a envie de dire que ben, il se prononce, il est là, on peut le mettre. Voilà, donc les dictionnaires aussi se disent, tiens, ça serait intéressant. Autrice, on ne donnait pas un copec sur autrice, hein. Il y a quelques années, c'était vraiment pas du tout auteur. Et aujourd'hui, autrice est revalorisée, comme poétesse d'ailleurs. Donc, il suffit en fait que les mots soient en usage pour que les gens s'en emparent, leur donnent une signification positive, et le tour est presque joué. Tu es très convaincante en fait. Vous avez pris ici un sujet évidemment qui fait polémique. Hein. Alors si on met à part les questions de graphie et d'orthographe, quelle est la précédente polémique en matière de langue française? Laurence l'a évoqué. La réforme de l'orthographe. Ah oui, donc à part l'orthographe. C'est la féminisation des noms de métiers et de professions. Alors ça c'est le privilège de l'âge. Donc moi je retrouve les mêmes personnes qui ont combattu la féminisation et qui combattent aujourd'hui le point médian. Avec, et c'est ça qui est incroyable, le même type d'argument. Autant le point médian écorche les yeux, autant Cafetière écorchait les oreilles. C'est à nouveau ce discours sur la crise, et c'est à nouveau refuser ce que Laurence nous a rappelé, qui a bien eu raison de rappeler, à quoi sert une langue au fond? Sinon, alors toi tu as dit à changer le monde, moi je dis d'abord à dire le monde, et éventuellement à le changer, pour visibiliser le rôle des femmes par exemple, de certaines minorités, etc., etc., etc. En fait, la contestation vient des gens qui veulent figer le langage, qui ne veulent pas que le langage soit social, un fait social. Et c'est là qu'il faut se compter. Si vous pensez que la langue est un corps tout à fait abstrait, etc., eh bien, faites de la phonologie générative, comme j'en ai fait pendant de nombreuses années, et vous serez très heureux. Mais vous n'aurez pas à prendre la parole dans le monde d'aujourd'hui concernant l'usage du langage. Bonjour Madame Rosier et Monsieur Francard. Nous, notre groupe s'est intéressé sur l'impact et l'influence du numérique sur l'évolution de la langue. Et donc, on va commencer avec le premier point qui est... Alors, notre usage constant de l'écriture numérique a profondément transformé notre rapport à la langue écrite. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on observe beaucoup de phrases raccourcies ou des mots écrits en phonétique, comme ici sur les images. Ici on a à l'aise au pire, t'es où, meuf c'est quoi encore tout ça, il a abusé. Voilà, c'est des exemples que j'ai trouvés. Il y a également un usage intensif des emojis, ils jouent un rôle particulier. Chez nous, les jeunes du coup, on l'utilise plutôt comme une ponctuation, on va dire. Par exemple, quand on est fâché, au lieu de mettre un point d'exclamation à la fin de notre phrase, on va plutôt mettre un emoji qui fronce les sourcils avec la peau rouge, etc. On a aussi remarqué par rapport aux emojis qu'il y avait une évolution générationnelle. Par exemple, nous, si on a quelque chose qui nous fait rire, on va mettre un emoji qui pleure, donc dans le sens pleurer de rire, mais les adultes, ou ouais, genre, par exemple ma mère, va plutôt comprendre d'une manière plus littérale, donc dans le sens je suis triste quoi. Et donc cela a soulevé une question qui est, je te laisse Nicolas la parole. Donc cette question qui est, cette nouvelle forme d'écriture témoigne-t-elle d'un appauvrissement des compétences liées à l'écrit ou simplement d'une adaptation à de nouveaux usages? Bon, avant de vous laisser répondre à cette question, on va directement à la deuxième question, et je vais commencer par un témoignage qui est le mien tout simplement. Lors de mon passage en 3e maternelle, j'ai été frappée par un enfant de du coup 5 ans, vu qu'il était en 3e maternelle. Il utilisait des refs, des références TikTok, spontanément, souvent, et donc c'était pas le seul, hein, toute la classe le faisait, mais lui il le faisait tout le temps. Et donc,
Donc ça m'a frappé, ça m'a fait réfléchir sur l'impact de ces plateformes et sur la manière dont ces références s'intègrent dans le langage et les interactions des tout-petits. Et avant d'aller plus loin, pour être sûr que tout le monde comprenne ce que c'est une ref, donc une référence. Donc ref, c'est le raccourci de référence. Et donc c'est une expression, un geste, un son ou même un mème qui circule sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Donc un peu partout. Et ils sont souvent répétés et détournés. Ces références, elles viennent de contenus populaires, elles deviennent des codes culturels qui sont partagés dans certains groupes sociaux. Dans certains groupes, tout simplement. Et donc, après ces témoignages, on a soulevé une autre question qui est... Quel rôle jouent les références dans les pratiques langagières et les relations sociales des enfants et des adolescents? Et plus largement, comment pouvons-nous analyser leur présence? Voilà, je vous laisse la parole, je ne sais pas qui veut commencer, je sais que... On m'avait prévenu. Alors, vous le savez, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. C'est incroyable, dans l'histoire du français, on n'a jamais autant écrit, enfin, les autres langues. Donc, de toute manière, indépendamment du contenu, indépendamment de la forme, comment peut-on parler d'un appauvrissement? C'est impossible. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a des locuteurs qui osent s'approprier des formes d'écriture qu'ils n'ont jamais utilisées auparavant, parce qu'ils étaient confrontés, on en reparlera peut-être après, à un type de français qui n'était pas le leur. Donc, ce qu'il y a de remarquable ici, c'est que certains jeunes, en tout cas, sont suffisamment à l'aise avec ces codes-là pour estimer qu'ils sont légitimes quand ils s'expriment par écrit sur les réseaux sociaux. Pas question d'appauvrissement. À nouveau, c'est le discours de la crise, c'est le discours des parents qui râlent parce qu'ils ne comprennent pas, enfin, etc., etc., etc. Voilà, donc on est vraiment dans une ère de nouveaux usages. Et s'il n'y a pas des études, c'est le cas maintenant, s'il n'y a pas des études de plus en plus nombreuses de ces usages, je crois qu'effectivement on risque d'être dépassé là-dessus. Et on a la chance d'avoir des étudiants qui, au contraire, essayent aujourd'hui d'avancer, etc. Et ça, je ne les suis pas, donc ça, ce serait plutôt Laurence qui pourrait le faire, plutôt que moi. T'as la ref? Mais d'abord, je voulais dire que c'est vrai que l'accès comme ça à l'écriture par des personnes qui n'écrivaient pas d'habitude, hein, et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la norme se redit aussi. La norme, on parle des... Vous connaissez les grammar nazis, hein, donc ce sont ceux qui viennent toujours, qui sont parfois un peu des trolls, hein, et venir dire « Oui, mais toi, de toute façon, tu n'écris pas bien, donc tu n'as pas le droit de parler dans les débats, etc. Hein, donc, il y a aussi une configuration numérique des rapports entre les normes et les différents types de dyslexie, de dysorthographie et autres. Mais il y a quand même toujours un peu hein, les vaillants défenseurs de la norme qui sont là pour humilier hein, les personnes, parfois de façon publique. Et voilà, moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Alors, c'est marrant ce truc sur la ref, parce que moi, je dis ça à mes étudiants, parfois, vous n'avez pas la ref. Mais bon, parfois, ça concerne un truc du 17e. Hein, donc, c'est peut-être pas exactement le même usage, mais je pense que les références culturelles construisent des mémoires discursives. C'est un mot de mon jargon d'analyse du discours, des mémoires. Et la société va jouer avec ces mémoires. Moi, je prends souvent des unes d'un journal qui s'appelle Libération, parce qu'ils jouent souvent avec des refs, alors qu'ils, pour nous, par exemple, ils vont mettre, je prends un vieil exemple, mais alerte au soja fou. Alors, alerte au soja fou, pourquoi est-ce qu'ils mettent un titre comme ça? Parce qu'il y a un soja transgénique qui apparaît, mais parce qu'en fait, pour des gens comme Michel et moi, ça doit fonctionner avec alerte à Malibu. Et on doit, ça c'est la ref, si vous voulez. Et aussi la vache folle. Ça, donc, en fait, c'est des constructions de mémoire médiatique, culturelle, et donc finalement, ce que vous montrez là, c'est que, en fait, on reconfigure des choses qui existent déjà, et simplement, les réseaux sociaux se construisent une mémoire propre, alors elle restera ou pas, hein, comme les films, hein, par exemple, les références, les citations de films qu'on se dit... alors moi je sais que TikTok je peux pas, mes enfants m'ont interdit déjà il y a très longtemps, c'était non, pas TikTok. Ça, donc, parce qu'ils s'étaient dit que j'allais faire des vidéos, des trucs comme ça. Et on se dit, oui, je reste dans Instagram, Facebook, LinkedIn, mais donc TikTok je connais pas très bien, mais par exemple mes étudiants me disent que en effet, ils l'utilisent pour regarder des gens qui parlent de bouquins ou de sociolinguistique. Il y a plein de jeunes, paraît-il, qui font des vidéos TikTok sur la sociolinguistique. Je me dis, bon, ça c'est assez chouette.
Mais donc, les références, elles structurent des connivences. Ah, t'as la ref, on est sur la même ligne. Hein, on voit où on veut en venir. Donc, il y a la connivence ou l'exclusion, si on ne l'a pas, évidemment. Il y a le côté générationnel. Hein, on a envie parfois que, vous dites, hein, les personnes d'un certain âge, attention, l'agisme commence à 55 ans. Nous pouvons donc dire que nous sommes victimes de discrimination si on nous dit qu'on est des vieux à partir de 55 ans. Mais les usages, c'est normal, en effet, comme vous dites, moi, les émojis, en effet, je sais que je les utilise. Je mets encore parfois LOL, mais ça, c'est vraiment pour faire exprès, quoi, hein, pour dire que j'ai une pratique. Mais ça veut dire qu'il y a une évolution, une infra-évolution des pratiques elles-mêmes, et donc, c'est la mouvance de la langue, et comme vous le dites, le petit point médian, mais si on regarde tous les émojis que les jeunes sans problème utilisent, hein, comme marqueurs d'émotions diverses, et c'est très très compliqué finalement, enfin, il y a un côté très polysémiotique. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas appauvrissement. D'ailleurs, c'est quoi la richesse, hein, la richesse lexicale, combien de mots vous possédez, vous le savez? On ne sait pas en fait. Hein, donc c'est une question pour les sociolinguistes qui est vraiment, on ne la pose pas en ces termes-là. On sait qu'on possède un mot que les autres ne possèdent pas. Alors là, on apparaît riche. Mais sinon, on possède les mots qui nous permettent de communiquer entre nous. Et donc, je pense qu'en effet, nouveaux usages, nous, on n'a pas du tout un discours catastrophiste. Nous, on est tout contents, les linguistes. On peut trouver toutes les formes qu'on veut maintenant sur Internet. Avant, parfois, on mettait l'astérisque pour dire « Oh, n'existe pas en français ». Maintenant, on tape la forme, ah ben, on va la trouver. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une explosion peut-être de la variation, de la variété, de l'écrit. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Alors, évidemment, je travaille aussi sur les discours de haine, le cyberharcèlement, etc. Hein, je ne parle pas de ça. Mais pour la langue, je pense qu'on peut plutôt y voir quelque chose d'agréable, de positif, et avec aussi des reconfigurations de rapports de domination qui existaient déjà avant et qu'on revoit dans le cadre, évidemment, de ces modes hein, où on exclut, on inclut, on exclut, on inclut. On a parlé tout à l'heure du concours Le Nouveau Mot de l'année. C'est intéressant de voir les propositions qui sont faites. Donc, il y a eu des milliers de propositions qui ont été faites pour cette édition-ci. En fait, vous vous rendez clairement compte qu'il y a un clivage générationnel très net dans les propositions. Et alors, lorsque le jury est amené à regarder ça de près, c'est un jury qui est lui aussi plurigénérationnel. Enfin, il n'y a pas que des vieux comme moi, en d'autres termes. On se rend... Enfin, les gens du jury me disent, ce mot-là, je ne l'ai jamais entendu. Alors que les jeunes l'ont entendu des milliers de fois sur TikTok, dans les vidéos, par le biais d'un chanteur, etc. etc. Et je constate, c'est assez remarquable quand même, qu'il y a un clivage qui est en train de s'installer, dont les réseaux sociaux sont une sorte d'orchestre médiatique, entre un langage qui est de plus en plus clivé, jeune, et d'autres formes de langage. Ça me frappe beaucoup, c'est quelque chose qui est en train de grandir, je pense. On a tous connu des argots générationnels. Ici, ça prend une dimension que je trouve assez inédite. Si je peux juste ajouter, moi j'ai commencé aussi à m'intéresser, alors je le dis de façon caricaturale, aux mots des vieux et des vieilles. Parce qu'on a beaucoup étudié les mots des jeunes, hein, notamment dans les années 90, les jeunes des banlieues. Hein, c'était aussi parce que les jeunes des banlieues posaient problème, donc on donnait de l'argent pour que les linguistes et les sociolinguistes aillent étudier leur langage pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose. Les personnes âgées, leur langage, c'est toujours comme une perte, on l'envisage, pas comme quelque chose de positif. Et donc là, aujourd'hui, on peut aussi le voir positivement en disant qu'il pourrait y avoir des études sociolinguistiques qui mettent les strates, hein, comme tu dis. C'est vrai, je pense aussi qu'il y a une polarisation entre vraiment les très jeunes, quoi, hein, 10-13 ans, où là, vraiment, je me dis, voilà, il y a des mots que j'ai jamais entendus et je ne vois pas où ils les ont entendus. Et puis, bon, même les gens de 30 ans aujourd'hui qui déjà disent, ah ben oui, ça, c'était quand j'étais jeune. Et donc, on a des strates sociolinguistiques, mais qui se sont accélérées, en fait, d'un point de vue temporel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonjour Madame Rosier et Monsieur Francard. Donc pour conclure, notre groupe s'est intéressé à la sociodidactique. Donc avant de commencer avec les questions, je vais rappeler et faire un petit point théorique sur ce qu'est la sociodidactique.
Donc c'est une branche des sciences de l'éducation qui cherche à comprendre comment les différences entre les individus, donc comme leur langue, le milieu ou leur culture, elle impacte l'éducation et comment on peut adapter l'enseignement pour mieux répondre à ces réalités. Donc également, pourquoi est-ce qu'on parle de sociodidactique dans une conférence sur la sociolinguistique? Donc c'est parce qu'elles partagent un intérêt commun toutes les deux, ce qui est les interactions entre la langue, la société et les apprentissages. Donc comme dit dans les groupes précédemment, il y a plusieurs concepts liés à la sociodidactique. Donc par exemple, il y a la langue vernaculaire qui marque les différences entre la langue parlée au quotidien et la langue standardisée ou dite officielle. Et on retrouve aussi donc, le dialecte qui peut être exemplifié par un élève qui est originaire de Bruxelles et qui vient étudier à Charleroi et qui aura donc un autre dialecte. Alors, pour introduire notre question, nous avons passé dans la classe un Google Form pour connaître la légitimité linguistique, donc la légitimité à donner un cours de français donc, à une classe de primaire. Et les insécurités linguistiques qu'éprouvent ces élèves face à ce cours. Et donc, on a reçu 2 témoignages. Donc, le premier, c'est en primaire, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le français étant dyslexique et dysorthographique, ce qui a donné beaucoup de moqueries, une honte et une confiance en soi qui se laisse constamment, qui baisse constamment. Même si grâce aux cours qu'on a ici dans notre formation, je me suis largement améliorée, je ne me sens toujours pas légitime à donner ce cours en primaire. La deuxième anecdote, c'est j'écris correctement, mais je n'arrive pas à justifier comment j'utilise la langue. Je ne sais pas expliquer mon raisonnement, par exemple avec les natures et les fontes. Donc voilà, tout ça, ça nous a amené à une question qui est beaucoup d'étudiants se sentent peu compétents quand il s'agit de mobiliser les fonctions métalinguistiques. Donc les fonctions métalinguistiques, c'est la terminologie qu'on utilise pour nommer la langue. Donc pourtant, dès le début de l'enseignement primaire, la terminologie grammaticale est abordée. Pensez-vous qu'aborder des démarches plus inductives dans un premier temps, telles que la théorie apport-support proposée dans les nouveaux référentiels, soit une stratégie efficace pour dépasser cette difficulté? Et je vous laisse répondre. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais casser l'ambiance. Non, c'est parce que c'est pas moi, j'ai été formée par un grand grammairien qui s'appelle Marc Wilmet et qui trouvait qu'on faisait de la grammaire trop tôt. On va pas casser l'ambiance. Non, oui, mais même apport et support et tout ça, moi, je pense que quand on commence l'enseignement de la langue, chez les petits, l'idée c'est de se débrouiller avec la langue, avec des catégories, et surtout c'est comment bien communiquer et comment bien s'exprimer à l'écrit comme à l'oral. Alors souvent on réduit la bonne expression à l'orthographe, c'est aussi ça le problème. Moi je pense que la réflexion métalinguistique, la réflexion de la grammaire comme un système de pensée presque philosophique, philologique, ça devrait être abordé en 5e et en réto. Vraiment comme quelque chose qui fait réfléchir sur la langue avec la norme, avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui et qui me semble quand même passionnant. Comme l'histoire de la grammaire, comme dire que ce n'est pas des trucs figés. Moi vraiment pour, oui, la démarche inductive, mais apport-support, franchement, pour moi c'est extrêmement abstrait aussi. Je sais pas, je dis à un gosse de 5 ans c'est quoi l'apport, j'ai pas la ref. Mais donc moi alors évidemment j'ai pas les mains dans le cambouis, donc je suis pas à votre place, mais et c'est difficile évidemment de changer les choses parce que l'enseignement de la grammaire c'est une institution, un imaginaire, mais vraiment j'essaierai de modifier, d'être le plus inductif possible et d'essayer de dire voilà, si je dois leur apprendre quelque chose, c'est pour que ça serve à leur expression. Et les analyses, normalement, pour moi, abstraites, elles viendraient plus tard. J'ai aussi été très touchée par ce que vous avez dit avec la question de la honte. Ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que je pense que c'est le lot de beaucoup d'étudiants
se sentent en insécurité ou en inconfort, mais parfois c'est plus loin. Donc quand on parle de honte, c'est quand même quelque chose qui est très fort par rapport à la maîtrise de la langue. Mais tout ça, c'est des siècles de construction idéologique où on vous ramène toujours, vous ne maîtrisez pas bien la langue. Et moi, je me dis, dans l'enseignement, il faut surtout donner quelque chose au départ, je sais pas, une appropriation un peu ludique, un peu avec des gosses de 5-6 ans. On va jouer avec la langue, oui. On peut inventer des mots, on peut, enfin voilà. Alors peut-être que je suis tout à fait utopiste, mais je pense quand même que jouer avec la langue et inventer des nouveaux mots, c'est aussi une question de pouvoir, parce que souvent, c'est qui peut inventer des nouveaux mots, les terminologues, qui peut jouer avec la langue, les grands écrivains. Ben non, les enfants le font, et même les gens précarisés. Il y a en ligne le syndicat des immenses, qui sont des gens, je ne me souviens plus de l'acronyme, mais ça veut dire des gens qui sont vraiment dans la merde, mais qui veulent être dignes, et ils font des dictionnaires avec des mots pour les désigner. Enfin, voilà. Donc il y a des appropriations vraiment citoyennes. Et donc, voilà, c'est vrai que la fonction métalinguistique du langage, vous l'avez normalement. Enfin, la question réflexive. Vous savez réfléchir sur votre langue. Vous savez dire le mot cheval à 6 lettres. Donc il faudrait aussi amener cette confiance en soi pour dire tout le monde est un peu linguiste. Et donc tout le monde peut parler de sa langue, peut produire un discours sur sa langue. Et tout ce qu'on peut dire, c'est intéressant. Et travailler à partir de là. Et ça, c'est vraiment la vraie méthode inductive. Et je me passerai vraiment dans un premier temps de ces arguties entre est-ce qu'il vaut mieux dire rapport, support, thème, rème, sujet, acteur. Mais qu'est-ce qu'un gosse de 6-7 ans en a à faire? Voilà. D'autant plus que la terminologie, ce sont des étiquettes. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de mettre des étiquettes, c'est de comprendre comment ça fonctionne éventuellement. Et donc quand Laurence parlait de faire ces activités plutôt dans la fin du secondaire, c'est parce que ça demande la capacité d'abstraction nécessaire. Et les psychologues ont dit, c'est pas en primaire que c'est atteint. Il n'y a aucun doute. Donc on perd son temps. Il faut être très clair. Mais bien sûr, expliquer comment fonctionne la langue, commencer à vouloir expliquer comment fonctionne la langue, être attentif aux dimensions que Laurence vient d'évoquer, ça demande une solide formation de la part des enseignantes et des enseignants. Une très solide formation. Donc je vous souhaite bonne chance. Au bout de ce que les étudiants ont préparé, tout grand merci pour les réponses que vous avez apportées, qui je suis sûre vont leur être très utiles. Est-ce que dans la salle, tout ce que vous venez d'entendre vous a inspiré des questions? On a encore un petit peu de temps si vous avez envie de prolonger par d'autres questions. Commentaires, réflexions. Oui. Avec le micro, Manu? Je savais. Vous avez parlé à un certain moment du rapport entre la langue et la construction du monde. Alors ça m'a rappelé un cours que j'ai suivi une quarantaine d'années, l'hypothèse Sapir-Whorf, qui à l'époque me fascinait. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez approfondir, disons, ce concept que je continue de trouver passionnant, et voilà, j'aimerais, je trouverais intéressant que les étudiants puissent le découvrir ou l'approfondir. Merci. Pour approfondir, vous avez besoin du micro. Ça fait très longtemps que je n'ai plus travaillé sur l'hypothèse Sapir-Whorf. C'était en tout cas, ce que je peux rappeler, c'est que ce sont deux visions différentes du rapport langue-monde. L'une dit c'est la langue qui crée le monde, et l'autre dit c'est le monde qui crée la langue. Donc en d'autres termes, le monde qui crée la langue, ça veut dire qu'il y a des catégories qui préexistent en dehors de la langue et qui façonnent la langue, d'accord ? Ça explique par exemple, alors c'est un très mauvais exemple en réalité, mais c'est ce qui était donné à l'époque, ça explique par exemple pourquoi les Inuits ont tellement de manières différentes de désigner les types de neige. D'accord ? Il y a une réalité qui est là, qui leur permet de catégoriser par le langage cette réalité. Donc le monde influence la manière dont on parle. Et l'autre hypothèse, était de dire, non, on est incapable de penser le monde sans le dire. Et donc ce sont les catégories linguistiques
qui sont déterminantes pour voir le monde. On a notamment signalé que dans certaines langues, évidemment, le rapport, par exemple, au présent, ou au futur, ou au passé est différent. Donc les temps sont différents, les modes sont différents. Donc tout ça, c'est la langue qui permet de dire ces catégories différentes. Et aujourd'hui, pour faire bref, on pense qu'en réalité, c'est un échange entre les deux. Ce ne sont pas, lui, la langue qui influence le monde, ou l'inverse, c'est un mélange des deux qui se passe. Voilà. Ce sont des souvenirs très, très, très vagues. Voilà. Est-ce que une autre question vous est venue après cette première qui est toujours la plus compliquée à poser? Bien sûr, je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette question m'a fait penser à une petite expérience que j'avais vue. Alors, je n'ai pas été vérifié en détail, je ne sais pas si elle est vraie, mais cette expérience portait sur les couleurs. Et il y avait notamment la couleur indigo, certaines autres couleurs, et l'expérience a été présentée dans différentes cultures, et on a pu constater que les cultures qui avaient un mot pour définir la nuance arrivaient à la voir, tandis que les cultures qui n'avaient pas de mot pour définir cette nuance ne la voyaient pas. Et donc du coup, ça me semblait intéressant de... Pardon ? Non, je préparais une réponse. Ah. Donc du coup, j'aimerais votre avis, puisque vous avez, ça me paraît intéressant. Oui, évidemment, je ne fonctionne pas comme ça, mais ce que vous avez dit là, par exemple, pour la question du genre, ça ne fonctionne pas. Parce que souvent, on nous dit, bah, tiens, dans une langue où il n'y a pas de genre, où il y a un genre neutre, est-ce qu'il y a moins d'inégalités dans la société? En général, non. Donc là, c'est un contre-exemple par rapport à ce que vous dites. C'est pour ça que ce que disait Michel, c'est que c'est une imbrication entre les questions des représentations, les questions de la langue et les questions du monde qui ont d'ailleurs occupé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours la philosophie du langage. Hein. Donc on ne va pas résoudre non plus le problème aujourd'hui, mais tu peux peut-être ajouter quelque chose oui, Je connais l'exemple, en fait, c'est Jemslev qui a travaillé le premier en linguistique. Et il a travaillé surtout sur la relation entre bleu-vert. Bleu-vert. Et effectivement, donc, les gens qui mettent une distance entre bleu et vert ne la mettent pas au même endroit. Et donc, littéralement, ils ne voient pas. Mais quand on dit ils ne voient pas, si ils voient, mais les mots qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes pour le dire. Donc, et à nouveau, c'est cette imbrication que vous voyez. Quoi. Ils ne sont pas donc, en réalité, la manière dont ils découpent le spectre des couleurs ne les rend pas handicapés parce qu'ils ne voient pas ceci ou ça. Tout simplement, ça oriente leur manière de dire ce monde-là. Mais le spectre des couleurs reste quand même à peu près le même pour tout le monde. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous proposer de rester un petit peu parce qu'on voulait offrir un verre évidemment à nos invités, aux étudiants qui ont bien travaillé et à tous ceux qui sont venus nous écouter. Et voilà, donc il me reste à dire tout grand merci à vous deux. Toi, Marie, merci à vous pour ces échanges passionnants, ces questions, ces préparations. Ça vous a demandé beaucoup de boulot. Donc on est très très fiers et très honorés d'être là aujourd'hui. Voilà. Et merci aux collègues aussi en soutien, et merci à Laurence d'avoir permis ça, et merci à ceux qui sont en train de servir dans le bar. Voilà. Merci beaucoup tout le monde.